Donc, merci professeur Franklin Nyamsi de nous recevoir sur Bruckner. C'est vraiment un honneur, un plaisir. Vous êtes un intellectuel de haut vol. Vous avez travaillé sur beaucoup de questions, surtout les questions de démocratie et de cosmopolitanisme africain. Mhm. Vous aurez peut-être l'occasion de nous dire un peu c'est quoi exactement. Vous êtes auteur du livre Critique de la tragédie camerounaise et Mais d'une aussi, dizaine d'autres livres. oui. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation au Cameroun, mais également de vous, un tout petit peu, parce qu'on vous connaît à travers vos écrits, assez virulents en général. Mais qui êtes-vous finalement? Pour intéresser ici le public de Bruckner est un public assez large, c'est-à-dire qu'on a autant des Européens que des Africains et des Camerounais. Donc, tenons compte de ça pour remettre un peu les gens dans le contexte politique camerounais. Il est important de rappeler quand même la situation au Cameroun. Mhm. Donc, vous êtes l'auteur d'une pétition qui demande le départ de l'ambassadeur français au Cameroun, son Excellence Guilou. Mhm. Et euh, vous allez nous expliquer pourquoi est-ce que vous militez pour que l'ambassadeur de France au Cameroun soit viré. Le contexte politique et social au Cameroun est le suivant. Le 11 mars dernier, on a vu apparaître le chef de l'État camerounais euh, qui accordait une audience à l'ambassadeur américain à Yaoundé. Et ensuite, on n'a plus entendu parler de lui. Entre-temps, il y a la situation du Covid, la crise sanitaire qui est arrivée au Cameroun. On n'a pas entendu parler de lui. Et puis, du coup, on circulait des rumeurs concernant sa mort, son éventuel décès. Entre-temps, le chef de l'opposition camerounaise, Maurice Kamto, a écrit une lettre euh, demandant au président Biya de se manifester, auquel cas il serait obligé de constater la vacance de la présidence. La diplomatie camerounaise et française ont répliqué en envoyant l'ambassadeur de France au Cameroun rencontrer M. Biya. Sorti de cette audience, vous avez été l'un des premiers à dire c'est faux. Donc, vous avez lancé une pétition pour demander que cet ambassadeur soit viré. Vous estimez que la rencontre entre l'ambassadeur de France et le président Biya était factice et vous estimez, si je ne m'abuse, que la vacance du président doit être prononcée. Expliquez-nous. Voilà, je vous remercie. Je salue tous les auditeurs et téléspectateurs de Bruckner, que je retrouve ainsi. Le Cameroun est un pays qui a une singularité. On l'appelle l'Afrique en miniature parce que ce pays résume la sociologie, il résume la géographie et quelque part même les contradictions en termes de qualité et de défaut de tous les pays africains. Et dans ce pays-là, il y a quelque chose de particulier qui se déroule, c'est que depuis 40 ans, il y a un homme qui est au pouvoir et qui fait partie de l'ancien régime, parce qu'il est arrivé en 1961 dans les meubles de la République du Cameroun. Cet homme s'appelle Paul Biya. Il se trouve que ce pays est celui dans lequel je suis né, d'un père et d'une mère camerounais, et en 1972. Et je n'ai jamais, où que je sois dans le monde, cessé de me battre pour que ce pays devienne enfin un État de droit, que ce pays devienne enfin une démocratie. Parce que, en réalité, ceux qui ont été chargés à partir de 1960 de diriger ce pays sont des Camerounais qui étaient opposés à l'indépendance réelle de ce pays. Des Camerounais qui ont participé avec la puissance coloniale française à l'extermination de l'élite indépendantiste rassemblée dans l'Union des populations du Cameroun, des Camerounais qui ont accompagné l'extermination de près d'1 million de Camerounais, en particulier dans les pays Bamileke et Bassa, qui se trouvaient être des bastions de la résistance contre le colonialisme français. Ce sont ces gens-là qui tiennent le Cameroun. Monsieur Biya, depuis 1982, président de la République, par la volonté de M. Ahidjo et de la puissance française, n'a jamais été régulièrement élu depuis lors. Telle est la situation du pays. Voici que le Covid frappe aux portes du Cameroun. Nous sommes en début mars 2020. M. Biya a été aperçu le 5 mars pour sa dernière audience au palais présidentiel, au palais de l'Unité à Yaoundé, avec un certain M. Guy. Et depuis lors, eh bien, il est porté disparu. Les Camerounais, la totalité du peuple camerounais, y compris la radio-télévision camerounaise, la CRTV, ne sont pas capables aujourd'hui de dire avec certitude si M. Biya est mort,
si M. Biya est dans le coma ou s'il est dans un épisode de démence sénile. Dans tous les cas, il est introuvable. Le président élu du Cameroun, celui qui a gagné l'élection du 7 octobre, on est libre de ne pas penser la même chose que moi, mais c'est mon point de vue. En tout cas, le chef légitime de l'opposition camerounaise, professeur Maurice Kamto, a engagé, vous l'avez rappelé, une procédure de constatation de la vacance de la présidence de la République. Cette procédure a été introduite auprès du président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Et au lieu que ce soit celui-ci qui s'exprime, au moment où les Camerounais attendent la réponse de M. Kavaye Djibril, qui, selon la loi, doit dire au Conseil constitutionnel, le président de la République soit est décédé, soit est dans un état de santé très grave et irréversible, soit a perdu la raison et ne jouit plus de toutes ses facultés mentales pour exercer ses fonctions. Et du coup, il faut déclencher la procédure constitutionnelle, annoncer des élections, prendre des mesures pour que le pays soit véritablement gouverné. Au moment où on attend que M. Kavaye Djibril prenne la parole, mais M. Tsopo, qui prend la parole? Un certain monsieur Christophe Guillou, ambassadeur de France à Yaoundé, qui annonce une après-midi, en consonance avec les services de communication de la présidente de la République, qu'il a été reçu en audience par M. Biya. Il a été reçu en audience, nous dit-il, le 16 avril. À 14h51, il y a un tweet de la communication du président de la République du Cameroun qui dit que M. Guillou a été reçu entre midi et 2. Par contre, quand la CRTV va restituer le même événement, après 17h, elle va dire que M. Guillou a été reçu en audience entre 17h et 18h. On va avoir d'abord une première version chronologique contradictoire de l'audience. Celle du tweet du président de la République du Cameroun, d'une part, reproduit par M. Guillou, qui dit c'est avant 14h, et celle de la CRTV, qui est quand même la chaîne de télévision et de radio officielle, qui dit qu'il a été reçu entre 17 et 18h. Contradiction sur l'horaire qui indique déjà, effectivement, qu'il y a vice, il n'y a pas eu de contenu. Deuxième argument, M. Guillou serait allé à une audience avec M. Biya seul, sans aucun membre du personnel de l'ambassade de France au Cameroun. Il est allé seul. Et on le voit entrer au palais présidentiel camerounais les bras ballants, sans le moindre document. C'est quand même assez curieux pour un diplomate qui a une réunion de travail avec un chef d'État, de venir sans le moindre de ses collaborateurs, de venir sans le moindre document, même pas un calepin, rien du tout, à une rencontre à l'occasion de laquelle il nous dira, lors de son interview de sortie, qu'il a discuté des questions liées au Covid, de la coopération franco-camerounaise, de dossiers très techniques, y compris de financement, etc. Il en a discuté, mais littéralement comme quelqu'un qui se baladerait, si vous voulez, dans une pelouse de jardin public l'après-midi. Mais attention, c'est pas fini, il y a un troisième élément. On regarde la vidéo de 4 minutes qui nous a été servie par la Cameroun Radio-Télévision, et on est très étonné, parce que la première partie de cette vidéo, scène 1, on voit arriver un véhicule 4x4 devant le palais de l'Unité. On voit sortir M. Guillou de ce véhicule avec le masque Covid. Il n'y a pas de problème, cette scène-là n'est pas contestée par les analystes filmiques. On voit deuxième scène, M. Guillou on le voit à l'intérieur d'un ascenseur. Manifestement, il se rend dans l'un des étages de la présidence camerounaise. Il n'y a pas de contestation. On arrive dans une troisième scène. M. Mvondo Ayolo, directeur de cabinet, si je ne m'abuse, du président de la République du Cameroun, accompagne M. Guillou dans un salon d'audience où il paraît rencontrer un homme dont l'image corporelle est manifestement celle de M. Biya. Mais tout de suite, il y a quelque chose de troublant. Deuxième indice troublant, pour celui qui regarde cette scène et qui a l'habitude de regarder des images et de les analyser sérieusement, M. Biya et M. Guillou n'échangent à aucun moment une phrase qui nous permette de nous dire qu'il y a une unité de temps qui constitue leur rencontre. C'est-à-dire, par exemple, M. Biya ne dit pas une phrase qui parle du Covid, M. Guillou ne lui parle pas du Covid. Son Excellence Christophe Guillou, ambassadeur de France. Bonjour, M. le Président. Rayonnant d'assurance, le président de la République accueille son hôte du jour dans la plus grande cordialité. C'est bien la preuve que le lien entre Paris et Yaoundé, au-delà des vicissitudes du quotidien, reste très étroit. On entend un bonjour, Monsieur le Président,
et on entend un bonjour, monsieur l'ambassadeur, qui peuvent parfaitement, et qui sont en réalité des copies d'entretiens précédents de M. Biya, entretien classique avec tous les ambassadeurs. Quand un ambassadeur entre à rencontrer M. Biya, qui qu'il soit, M. Biya répond à son bonjour par un bonjour, monsieur l'ambassadeur. Plus troublant, c'est que M. Biya ne dit aucune phrase à la télévision camerounaise, il ne s'adresse à aucun moment directement aux Camerounais à propos du Covid, ce qui confirme son mutisme total et son absence de capacité d'entrer en communication avec les Camerounais. Qui devient le porte-parole de M. Biya en sortie d'audience? C'est M. Guillou. C'est M. Guillou qui se présente devant un seul micro. Et là, c'est le dernier détail troublant. Ils ont tout fait pour que la presse internationale ne soit pas à la sortie d'audience de M. Guillou. L'ambassadeur de France dans notre pays va regagner le perron, porteur d'une série de bonnes nouvelles. J'ai retrouvé le président Biya qui m'avait reçu en audience il y a un peu plus d'un mois. Donc toujours alerte, nous avons eu une très longue discussion. Je lui ai donc rappelé les efforts qui ont été mentionnés par le président de la République, Emmanuel Macron. D'abord d'un point de vue budgétaire, financier, le moratoire sur la dette, sur le remboursement de la dette pour le Cameroun qui a été obtenu au cours du G20 et le président Macron a été un élément moteur de cette décision, va se traduire par un allègement de 230 milliards de francs CFA pour l'économie camerounaise, dont 60 milliards pour la France. Donc c'est un énorme effort et la France est un des éléments moteurs en faveur de cet allègement. Il n'y a pas l'AFP qui est représenté à Yaoundé, il n'y a pas RFI, il n'y a personne. Il n'y a qu'un seul micro, un micro de CRTV qui est tendu à M. Guillou sorti du palais. Et M. Guillou, à ce moment-là, se met à casser toute la procédure de constatation de la vacance du pouvoir présidentiel qui a été déclenchée par le président élu, chef de l'opposition, Maurice Kamto. Il se met à témoigner qu'il a rencontré un Paul Biya, mais en super forme, qu'il a discuté avec lui longuement, donc M. Biya serait capable de tenir de très longues discussions, mais toujours incapable de s'adresser directement à son peuple. Toujours incapable de s'adresser directement aux Camerounais, mais capable d'avoir de longues discussions avec un ambassadeur étranger. Mais M. Guillou ne va pas s'arrêter là. Quand il rentre chez lui, ou en tout cas à son bureau, il se transforme en chargé de la communication de M. Biya. Il tweet en disant que M. Biya a fait une apparition à Yaoundé, mettant ainsi un terme aux rumeurs. Donc, M. Guillou révèle ainsi par sa communication qu'il veut en réalité casser la procédure de constatation de la vacance constitutionnelle déclenchée par le chef de l'opposition. Parce qu'il considère en réalité que c'est dans l'intérêt de la France de continuer de donner l'impression que M. Biya est opérationnel. Et il ne s'arrête pas là. Il reproduit ce que RFI qui est en réalité la presse officielle française, dit du sujet. RFI va dans le même sens. On parle d'une apparition. Biya est présenté comme un personnage christique qui a des apparitions. On a connu l'apparition de la Vierge Marie en Simalène. Eh bien, on connaît désormais la fameuse apparition de Biya au Palais de l'Unité. D'ailleurs, c'est appelé réapparition de M. Biya, un peu comme une résurrection d'un mort. Un véritable rituel, en quelque sorte, de mystification des Camerounais est assumé désormais par M. Guillou. Et puis, il ne s'arrête pas là, cet individu-là. Il se met à tenir des réunions de travail avec les différentes équipes du gouvernement camerounais, dans lesquelles il est assis exactement en position de président de la République. Il est assis sous le portrait de M. Biya, près des drapeaux, et on voit des officiels camerounais assis à gauche et à droite de lui, comme dans un conseil des ministres classique. M. Guillou s'autoproclame proconsul français du Cameroun, 60 ans après l'indépendance. Alors, moi, à partir du 16 avril, eh bien, je viens sur les réseaux sociaux et je dénonce cela. Et le lendemain, les ingénieurs camerounais du son et de l'image vont vérifier effectivement ce qui était une intuition la veille de ma part. Ils vont analyser cette séquence filmique et affirmer avec certitude que la scène 3, parce qu'il y a eu 4 scènes, l'arrivée, l'entrée dans l'ascenseur, la scène de l'audience et puis la scène de la conférence de presse après, eh bien la scène numéro 3 dans ce classement est un montage. Que vous regardez bien. Vous voyez comment la tête est mélangée avec la porte. Ça veut dire qu'il y a eu... Ça n'a pas pu corriger ça. Voilà, regardez comment sa tête disparaît ici sur l'image.
Regardez comment sa tête disparaît. On voit bien que la porte n'a pas pu, le logiciel n'a pas pu reconstruire sa tête ici. Et directement, cette sorte de rideau ou bien de porte efface sa tête et on la voit qu'à moitié. On va continuer. Il y a plein d'éléments, énormément. Regardez bien cette image. Comment le logiciel n'a pas pu reconstruire sa tête. Donc, ils ont pris une image d'avant et ils ont jumelé avec une image récente. Ils ont fait plein de montages. Regardez bien comment la tête du grand-père disparaît ici. Et du coup, soudain, ça réapparaît. Regardez bien, il faut observer. Ça disparaît derrière le fait. Et ça réapparaît. C'est un montage et nous avons envoyé toutes les preuves en ce sens au bureau de M. Macron. Nous avons donc lancé une pétition qui a aujourd'hui 31 000 et bientôt 600 ou même 700 signataires, camerounais, amis du Cameroun à travers le monde, qui demandent que M. Guillou, qui est donc responsable d'une ingérence inacceptable dans les affaires du Cameroun, parce qu'il veut en fait court-circuiter le processus de constat de la vacance de pouvoir, que M. Guillou dégage, à titre de carton jaune à la France pour lui dire: depuis 1960, vous avez imposé aux Camerounais leur président de la République. Vous avez choisi Ahidjo, vous avez fait éliminer Wandié, vous avez fait éliminer avant cela Moumié, vous avez fait éliminer avant cela Osende Afana, vous avez fait éliminer avant cela tous ceux qui représentaient la volonté réelle des Camerounais de se diriger eux-mêmes. Ruben Oumniobé, un certain 13 septembre 58. Vous avez éliminé tout ce monde-là. Vous avez imposé Ahidjo. Après Ahidjo, vous imposez Biya. Eh bien, nous sommes au 21e siècle. Les Camerounais vous disent: Monsieur Macron, vous êtes né après nous, pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Vous êtes né en 77. Vous n'allez pas imposer au Cameroun, au 21e siècle, un nouveau président marionnette. Mais c'est quand même grave si ceci était avéré. Ce serait une grande première. Ce sont des choses avérées parce que d'abord la contradiction chronologique, elle est vérifiable. Tout le monde peut vérifier que M. Biya, ses services disent: je l'ai reçu avant 14 h. CRTV dit il a été reçu entre 17 h et 18 h. Ça, c'est vérifiable. Ce n'est pas moi qui en atteste, c'est les faits. Vous menez votre enquête et vous allez voir. Deuxième élément vérifiable, il est allé seul à l'audience. Il est allé sans le personnel de son ambassade. J'ajoute un détail que je ne vous ai pas donné sur Bruckmer. Moi, j'ai appelé les services de l'ambassade du Cameroun, de France au Cameroun. J'ai obtenu le service politique. Et mon interlocuteur au service politique m'a dit, longtemps avant que M. Guillou n'ait commencé sa farce, il a dit: nous, à l'ambassade de France au Cameroun, nous ne sommes pas au courant d'une audience de notre ambassadeur avec M. Biya. Ça, c'est l'information qu'il me donne entre 16h40 et 16h45, heure du Cameroun. Ce monsieur me répond en me disant: nous, à l'ambassade, on est au courant de rien. Il faudra vérifier pour confirmation. Nous ne sommes au courant de rien. La Voix de l'Amérique, je pense, le Washington Post et Le Monde avaient également appelé cette ambassade et avaient obtenu la même réponse avant moi, à savoir que l'ambassade n'avait pas connaissance d'une audience de son principal chef, de son principal responsable avec M. Biya. Donc vous voyez, ce sont des faits. Et la vidéo en question, je l'ai adressée à M. Emmanuel Macron, président de la République française. Il dispose de moyens d'expertise largement au-dessus de ceux d'un citoyen ordinaire comme moi, franco-camerounais comme moi. Il peut faire expertiser la vidéo et il saura que son ambassadeur a participé à une mascarade. Mais ce qui est encore plus blessant, c'est que le gouvernement camerounais qui avait organisé le 24 février des manifestations anti-françaises à Yaoundé, vous vous en souvenez, le 24 février 2020, le gouvernement camerounais a jeté ses partisans qui ont traité Emmanuel Macron, la République française, de tous les noms d'oiseaux. Ce gouvernement a volé au secours de l'ambassadeur voyou. Ce n'est pas fini. Le deuxième adjoint de l'ambassadeur, pas le premier adjoint, qui ne veut pas se mêler de cette affaire, parce que sans doute il a encore une carrière à faire. Le second adjoint, qui est à 5 mois de sa retraite, a tenté de défendre piteusement dans la presse camerounaise son patron, en disant que c'était de la cabale et que nous étions des voyous. À croire que ces gens oublient que nous sommes aussi citoyens des deux rives et qu'en matière de compétences, nous n'avons rien à envier à un obscur second conseiller d'ambassade.
C'est pas fini. Le Quai d'Orsay a réagi. Hier, avant-hier, 27 avril, lundi 27 avril, la porte-parole du ministre Jean-Yves Le Drian prend la parole pour dire que c'était une rencontre classique et qu'il commence à être quelque part agacé en réalité par toute la polémique qui naît autour de cette audience. Confirmant ainsi que M. Jean-Yves Le Drian est celui qui a envoyé cet ambassadeur jouer à cela. Et cette attitude indique donc que la France aimerait, une fois de plus, imposer au peuple camerounais son futur président de la République. Parce que très clairement, M. Biya est incapable de gouverner. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Le 1er mai, M. Biya ne pourra pas participer à une manifestation. Le Covid est le prétexte tout trouvé. Mais en réalité, M. Biya peut faire un discours. Il peut faire une allocution télévisée. Il peut se montrer. Le 20 mai, qui est la fête nationale du Cameroun, n'aura pas lieu. M. Biya aurait pu organiser un défilé symbolique sur l'esplanade du Palais de l'Unité avec un tout petit bataillon. Portant les masques anti-Covid, lui-même Biya peut en porter. D'ailleurs, dans la fameuse scène d'audience, le curieux personnage Biya qu'on nous montre ne porte pas de protection anti-Covid. C'est incroyable qu'un vieillard de 86 ans passé ne se protège pas contre le Covid, alors que tout le personnel de la présidence dans les images que l'on voit se protège. C'est assez curieux que M. Biya, qui fait partie des populations à risque, apparaisse dans ce montage ubuesque sans protection. Ce qui montre qu'en fait, il ne pouvait pas pousser aussi loin, en quelque sorte, la manipulation, jusqu'à lui placer artificiellement, effectivement, un masque sur le visage. Alors, il est important de constater que M. Biya est inapte à gouverner. Soit parce qu'il est mort, soit parce qu'il est, en fait, entre la vie et la mort, soit parce qu'il est devenu complètement dément en raison de sa sénilité. À cet âge-là, bien souvent, on peut faire une démence. Alors, à qui profite le crime, si ce n'est au-delà de la France, qui du côté camerounais? Mais Nel Tsoko, vous savez très bien que le crime profite à ceux qui actuellement signent des décrets au nom de Paul Biya. Le crime profite à ceux qui actuellement sont en train de faire des remaniements dans l'armée. Le crime profite à ceux qui actuellement sont en train de placer leurs hommes pour préparer la succession de gré à gré. Il y a des clans cachés derrière le nom de M. Biya qui sont en pleine opération, en plein positionnement. Et l'ambassadeur de France, la puissance française, joue en quelque sorte le rôle de médiateur entre ces différents clans pour trouver une solution et nous organiser au Cameroun une succession à la Bongo, au Gabon, une succession à la Nyasingbe, au Togo, et Yadema, une succession en réalité de type monarchique. Parce que pour la France, il faut que les Africains restent dans des républiques qui sont en réalité des monarchies déguisées, parce que ce sont des monarchies déguisées qui permettent à la France de s'assurer le monopole des économies de ces pays. Imaginez qu'on soumette tous les accords de défense et de coopération à une discussion désormais dans les parlements africains, des parlements élus, où il y aura des députés, des sénateurs issus véritablement de la volonté populaire. Est-ce que vous pensez que ces accords iniques qui ont été mis en place par la puissance coloniale française survivront à une seule journée de débat? Non. Et donc, il faut bien savoir que cela profite à la France-Afrique. La France-Afrique, c'est un système mafieux qui associe des élites corrompues africaines, dans le cas d'espèces camerounaises, d'une part, les élites politiques corrompues, et l'élite politique de gauche et de droite, et même parfois du centre français, qui considère que l'Afrique noire doit rester au XXIe siècle un réservoir de matières premières, dont on contrôle les populations par la politique des visas, dont on contrôle les populations éventuellement par l'action sur sa natalité. M. Macron a été jusqu'à dire que la solution pour l'Afrique, ce serait que les Africains fassent moins d'enfants, dont on contrôle finalement l'avenir par le contrôle mental, intellectuel, conceptuel, paradigmatique, la répression mentale, la répression culturelle. C'est ce que nous refusons. Nous refusons que ce système survive. Notre génération, Nel Tsoko, a une responsabilité immense. C'est une génération qui a grandi hors de la colonie. Nous n'avons pas été colonisés. Moi, j'ai 48 ans cette année, je n'ai pas été colonisé. Et je n'ai pas de réflexe de coloniser. Le comportement de M. Biya est un colonisé. Il est né sous la colonisation. Ouattara, en Côte d'Ivoire, est né sous la colonisation. Les Sassou Nguesso sont nés sous la colonisation. Il faut qu'une génération d'Africains qui n'ont pas une mentalité de coloniser et qui savent que le monde est ouvert, que le monde est une opportunité pour tous les êtres humains, il faut que cette génération prenne des pays comme le Cameroun en main. Et le travail formidable de l'initiative du président Maurice Kamto
pour la solidarité intercamerounaise, la fameuse ICS, la SCSI, participe de cet éveil à l'autonomie, à la responsabilité de soi. Parlant justement de Maurice Kamto et du MRC, j'aimerais bien savoir quels sont vos rapports avec le MRC et de Maurice Kamto. Est-ce que celui que nous écoutons parler, c'est le professeur Niamsi, universitaire intellectuel, ou est-ce un militant du MRC? Alors, d'abord, votre question sous-entend que quand on est militant, on n'est pas intellectuel, on n'est pas intelligent, on n'est pas cultivé. C'est pas vrai. Je pense que le MRC est l'un des rares partis politiques camerounais où il y a de la pensée vivante. Et donc, il ne faut surtout pas, à mon avis, opposer militantisme et intellectualisme. L'intellectuel militant, ça existe, l'intellectuel politique, ça existe. Mais pour revenir à votre question, qui est une question importante, moi, je ne suis pas membre du MRC. Je ne suis pas membre du MRC. Je suis proche du président élu du peuple camerounais. Je fais partie de ces citoyens du Cameroun qui ont reconnu la légitimité, l'autorité politique du président Maurice Kamto en raison des opérations formidables de transformation du rapport de force politique qu'il a engagé à partir notamment du 7 octobre 2018 et de la leçon de politique, la leçon de droit, la leçon de diplomatie, la leçon de conscientisation qu'il a administrée au régime de M. Biya. C'est de là que date, en quelque sorte, ma proximité avec l'œuvre du président Kamto. Donc, il ne faut pas qu'on confonde ce que fait Franklin Niamsi avec ce que fait, d'une part, le président élu, professeur Maurice Kamto, et son organisation politique particulière, le MRC, dont je ne suis pas membre. Je vous invite à vérifier l'organigramme. Moi, je me suis engagé dans le cadre de la SCSI, Survie Cameroun Survival Initiative. C'est une initiative au-delà des partis. Certes, c'est le président Kamto qui l'a lancée, mais la SCSI, ce n'est pas le MRC. C'est une organisation citoyenne dans laquelle vous et moi, tous, nous avons notre place. Parce qu'elle est le lieu de réapprentissage du vivre ensemble des Camerounais. Donc, il faut que ce soit clair. Je ne suis pas membre du MRC. Mes actes ne peuvent pas être comptabilisés pour ou contre le MRC. C'est la méthode de nos adversaires. De toujours penser que lorsqu'on pense la même chose que le leader de l'opposition, cela veut dire qu'il nous a envoyés. Je vous en informe, Nel Tsopo, je vous en donne la primeur. Le président élu Maurice Kamto a découvert l'initiative de notre pétition dans les journaux, comme tous les autres Camerounais. Il n'a pas été consulté avant, il n'en est pas l'inspirateur. Et il n'est pas nécessaire dans un pays qui se libère que toutes les idées viennent systématiquement du même cerveau ou de la même organisation. Il y a une opposition, j'ignore au niveau quantitatif ce que ça représente, mais une opposition virulente à l'endroit du MRC de Maurice Kamto. Est-ce que vous comprenez qu'il puisse avoir des Camerounais soient opposés à Maurice Kamto? Mais bien sûr. Le président Maurice Kamto est d'abord quelqu'un qui a une formation de juriste. Et c'était un juriste internationaliste extrêmement compétent, vous le savez. Et donc c'est quelqu'un qui est rompu au principe du pluralisme des sociétés modernes. Je ne peux pas imaginer que le président Maurice Kamto soit pour un Cameroun dans lequel, si on n'est pas d'accord avec le MRC, on n'aurait pas le droit d'exister. Ça n'a aucun sens. Moi, je ne suis pas du MRC, je ne suis pas sûr de partager toutes les positions du MRC. Quand je lis le programme du MRC, il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Et je crois que c'est le cas de beaucoup de Camerounais. Ce n'est pas ça l'enjeu. Mais pourquoi attaque-t-on le MRC aujourd'hui? On attaque le MRC parce que le MRC est aujourd'hui, de toutes les organisations de l'opposition, l'organisation qui est le fer de lance de la résistance. C'est-à-dire que c'est par malhonnêteté intellectuelle que les gens qui s'attaquent au MRC au motif que le MRC voudrait instaurer à son tour une dictature, s'attaquent ainsi à lui. Il faudrait reconnaître que nous avons un parti-État en face, le RDPC, le parti-État RDPC, et qu'en face, c'est-à-dire dans l'opposition, la principale organisation de lutte existant, c'est le MRC. En pure analyse intellectuelle, en pure analyse politique, chacun doit l'intégrer. Est-ce qu'on doit être d'accord en tout point avec le MRC? Non, le MRC ne peut même pas le demander. Mais il faut reconnaître que c'est la principale organisation de lutte de notre pays aujourd'hui. Oui, on peut être en désaccord avec le MRC, mais on ne peut pas nier la centralité du MRC dans le jeu politique camerounais actuel. Ceux qui sont allés à la mascarade du 9 février 2020 en pensant ainsi gagner des petits strapontins, des petites mairies, des petits postes de députaillons et ainsi se substituer à la véritable opposition nationale se sont trompés.
Et ils se sont trompés parce que le véritable chef de l'opposition politique et le parti politique camerounais le plus populaire aujourd'hui, c'est le MRC. Et si on revenait un petit peu à la pétition, quel est l'objectif stratégique final de faire cette pétition? La pétition a 4 objectifs stratégiques et je vous les décline parce que nous ne faisons pas de la politique clandestine. Nous faisons de la politique des citoyens avec les citoyens. Premier objectif, infliger une défaite psychologique et symbolique à la France en l'obligeant à changer son diplomate à Yaoundé. Ce qui sera un avertissement à tous les diplomates français à travers toute l'Afrique francophone, leur disant ceci: les peuples sont au courant que vous êtes missionnés pour vous mêler des querelles successorales africaines et les déterminer selon les intérêts de l'État et du gouvernement français et non pas selon les intérêts des peuples. Au Cameroun, vous est adressé un carton jaune, un avertissement sans frais pour vous dire: tenez-vous à carreau. Vous représentez les intérêts de la France, mais ce n'est pas vous qui décidez à la place des peuples africains de ceux qui doivent les diriger. Ça, c'est psychologique. Deuxième élément important, cette pétition est un acte de rassemblement. Des citoyens qui appartiennent à plusieurs horizons politiques, qui n'ont pas eu l'habitude d'agir ensemble, à travers cette pétition, prennent l'habitude de mettre leur volonté en commun pour atteindre un but. Écoutez, imaginons même que l'ambassadeur, M. Macron, refuse de le changer. Mais parce que la pétition aura rassemblé des dizaines de milliers de personnes, peut-être maintenant bientôt des centaines de milliers, même 1 million ou plus de personnes, la puissance française va se sentir isolée au cœur de l'Afrique. Ça, c'est ce que j'appelle le deuxième effet. L'isolement de la puissance française. Elle va se rendre compte que la majorité des Africains est maintenant consciemment organisée et dressée contre elle dans ces projets coloniaux. Ça, c'est le deuxième point. Dire à la puissance française, ils sont vraiment conscients, ils sont vraiment organisés et ils sont prêts à se battre pour leur liberté. Ça, c'est la deuxième information. Troisième niveau, cette pétition rassemble les bases des futures manifestations citoyennes. Vous ne pensez quand même pas que le changement politique au Cameroun va se faire sans le peuple camerounais. Et ce peuple camerounais, il doit commencer à se rassembler dans des initiatives qui créent la conscience commune. Cette chose qu'on appelle la conscience collective ou l'égrégore de combat. Donc le but, c'est de préparer les troupes citoyennes de la révolution pacifique. Il faut les préparer par ces petits exercices d'échauffement. Vous apprenez aux gens à se rassembler. Je vous informe qu'aujourd'hui, cette pétition de plus de 31 000 signataires a généré dans toutes les grandes villes du Cameroun des groupes de pétitionnaires qui se connaissent et qui se parlent par des moyens qui leur sont propres, qui échangent sur les possibilités d'action lorsque le temps de la récupération, l'heure de la récupération de la souveraineté du peuple camerounais va sonner. Enfin, il y a une quatrième finalité. Il y a une quatrième finalité à cette pétition, c'est de ne pas se contenter de laisser le président élu du Cameroun, qui coordonne aujourd'hui l'essentiel des activités de la résistance, de ne pas le laisser, en quelque sorte, être isolé et ciblé en permanence comme étant, en quelque sorte, celui qui se soucie, celui qui porte sur lui en permanence 24 heures sur 24 mais la responsabilité du combat des Camerounais. Cette pétition a pour but de dire aux Camerounais, mais tout ne doit pas peser sur les épaules de Maurice Kamto. Prenons des initiatives. Soulageons cet homme de ce poids lourd que le peuple camerounais fait peser sur ses frêles épaules. Soyons nous-mêmes des initiateurs d'action qui lui permettent parfois, au moins certaines semaines, de prendre un petit répit, de respirer un peu. Monsieur Kamto a une vie, il a une famille. Lui aussi aimerait pouvoir de temps en temps décrocher un peu. Et il ne peut pas décrocher si nous sommes un peuple amorphe qui est suspendu et qui chante « Papa Kamto, sauve-nous » en ignorant que le peuple camerounais se sauvera lui-même. Maurice Kamto n'a pas une baguette magique. Il faut que les Camerounais prennent des initiatives. Il faut que les Camerounais surprennent et se surprennent. Et le rôle du président élu dans cette bataille sera d'autant plus aisé que nous serons capables d'ouvrir une multiplicité de fronts citoyens et des fronts légitimes. Professeur Nyamsi, vous êtes conscient de la lourdeur de ce que vous prenez en charge là et des conséquences potentielles entre la France et le Cameroun. Est-ce que vous êtes conscient de ça et est-ce que vous avez peur pour votre sécurité? Ma sécurité a toujours été menacée par tous les dictateurs africains que j'ai affrontés jusqu'ici.
il ne vous échappe pas qu'au cœur de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je fais partie des cibles de M. Alassane Ouattara, un autre dictateur france-africain, qui voudrait capturer ce pays et le réduire, le soumettre à son clan. Et qui veut d'ailleurs, par exemple, cette année, confisquer l'élection présidentielle pour un candidat qu'il a nommé et qu'il veut nommer président de la République. Au Cameroun, depuis mes 18 ans, je suis opposant politique. Et je sais que ça m'a coûté, par exemple, d'abord plusieurs années d'exil. Et je suis encore à nouveau, dans le cas du Cameroun, dans un exil relatif ces dernières années, en raison de cet engagement. Donc, j'ai toujours eu une conscience parfaite de ce qu'on peut appeler le tragique de l'engagement citoyen. Mais, Nel Sopo, je vous fais une confidence. Il y a peut-être deux sortes d'hommes. Ceux qui ne savent vivre que libres et ceux qui, de temps en temps, sont prêts à renoncer à leur liberté pour, en quelque sorte, sacrifier à l'immédiateté. Moi, je fais modestement partie de la première catégorie. Je ne sais pas vivre autrement que libre. Et libre en toutes circonstances. 24 heures sur 24. Donc, contrairement aux apparences, ce n'est pas quelque chose qui est sur moi un poids immense, parce que ça fait partie de ma manière d'être. Quand être libre, c'est votre manière d'être, Nel Sopo, les engagements font partie en quelque sorte de votre quotidien. Ça pèse beaucoup, par contre, sur les êtres qui m'entourent. Je suis un père de famille. Le temps que je consacre à mes luttes politiques est parfois du temps que j'ai soustrait à mes enfants, que j'ai soustrait à mon épouse, que j'ai soustrait à ma famille. Ce temps-là, il ne se rattrape pas. Ça fait partie des sacrifices d'une vie d'intellectuel politique. On les accepte du mieux qu'on peut, on les assume du mieux qu'on peut. De ce point de vue, ce n'est jamais facile, mais enfin, c'est ma manière d'être, c'est ma manière de... J'ai écrit une vingtaine de livres, je vais donner des centaines, des milliers de conférences maintenant, mais que voulez-vous que je fasse? Je me bats par les concepts, je me bats par les idées, je suis un soldat de la pensée. Vous pouvez me parler un peu de votre enfance? Vous avez grandi où? Mais alors, très rapidement, parce que finalement, je ne sais pas si ça intéresse vos téléspectateurs, moi j'ai grandi au Cameroun. Je suis né à Sakbaémé, qui est une petite localité où il y a une maternité germano-américaine très célèbre, près de Pouma, pas très loin d'Edea. Je suis né là. Puis j'ai grandi à Douala. Ceux qui connaissent Douala connaissent le quartier qui commence en Ndokoti et qui s'élance jusqu'à l'hôpital général, à Bédi là-bas. J'ai grandi dans cette zone-là. J'y ai fait mon école primaire, à l'école de Kondi, et puis à l'école de Logbaba de Ndourmbe. Après, je suis allé au collège, à Bépanda en face du cinéma Omnisport. Et après, je suis allé au lycée à Yabassi, dans mon village paternel. Après, je suis allé à l'université de Yaoundé. Pendant 3 ans, j'ai fait une licence de philo. Et parce qu'on nous excluait déjà pour nos engagements syndicaux, moi j'étais militant de base du Parlement des étudiants camerounais des années 90, et bien certains d'entre nous qui voulaient poursuivre leurs études, c'était mon cas, sont partis à l'étranger. Moi, je suis parti en Côte d'Ivoire. J'ai passé 5 années de ma vie. J'ai poursuivi des études universitaires là-bas, j'ai fait une maîtrise, un DEA de philo, tout en enseignant dans les lycées et collèges. Puis, je suis parti de Côte d'Ivoire en 2000, je me suis installé en France, ici, où j'ai repris mon métier d'enseignant, j'ai passé ma thèse de doctorat, j'ai passé le concours de l'agrégation, je suis professeur agrégé de philosophie. J'ai enseigné depuis lors dans les lycées français, les classes préparatoires et les universités de Lille 3 et de Rouen maintenant. Et par ailleurs, j'ai enseigné ces dernières années dans plusieurs universités à travers le monde, l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest à Bamako, l'Université franco-turque de Galatasaray en Turquie, à Istanbul. Il m'arrive d'être invité un peu partout pour des conférences. Voilà ma vie. J'écris des livres, je produis des idées et des engagements. Avec mon ami Guillaume Soro, que j'ai rencontré dans les années 90 sur les campus d'Abidjan, nous avons gardé une amitié, une camaraderie, une fraternité de lutte qui nous ont de nouveau rassemblés. Je suis son conseiller spécial depuis 2012, assez régulièrement. Nous traversons les hauts et les bas de sa carrière politique ensemble. Je suis en permanence engagé dans tout ce qui promeut la liberté, l'état de droit et la démocratie en Afrique. J'ai écrit des livres sur le Burkina Faso. Je crois que les gens ne les ont pas forcément, ils ne les connaissent pas. J'ai écrit sur l'Afrique en général. J'ai écrit sur le Cameroun.
2 livres. On connaît Critique de la tragédie camerounaise, mais on ne connaît pas mon recueil poétique Dire adieu pour demain aux raisons d'une humanité révoltée. Il faudrait peut-être le lire. J'ai écrit sur la Côte d'Ivoire, maintenant 2 livres. 3 livres sur la Côte d'Ivoire. Un sur la crise de 2010-2011, un sur la dérive dictatoriale de M. Ouattara, un sur Guillaume Soro, phénoménal Guillaume Soro. Donc, j'ai écrit pas mal d'articles sur la société française et je fais de la philosophie. Donc, j'écris des articles scientifiques de philosophie dont il serait fastidieux ici de vous parler. Vos parents, alors, comment vous avez vécu votre enfance? J'ai grandi dans une famille qui a une singularité particulière, une famille de témoins de Jéhovah. Mon père et ma mère, paix à leurs âmes, mes parents sont des témoins de Jéhovah. Et si vous connaissez cette branche du christianisme, elle est caractérisée par son apolitisme. Alors que mes parents n'ont jamais fait de la politique. Les témoins de Jéhovah ne font pas de la politique. Ils ne se mêlent pas de politique parce qu'ils espèrent que le royaume de Dieu vienne redresser tous les torts de la terre. Alors, moi, je fais partie des enfants de mon père qui, à partir de 17-18 ans, ont décidé de faire de la politique. Parce que pour moi, le royaume de Dieu advient dans le monde lorsque les hommes de bonne volonté, les femmes de bonne volonté agissent. Mais j'ai grandi dans ce Douala, là où le football est la passion de tous les enfants. J'ai grandi dans ce Cameroun où l'excellence par le savoir, c'est l'un des mythes. Moi, j'ai grandi par l'excellence du savoir. Je suis le fils de l'école. J'ai commencé la vie à l'école. Pour anecdote, moi, j'avais 3 ans et demi, et ma sœur aînée, Dora, était au cours préparatoire, et quand j'étais encore sur les bras de ma mère, et je pleurais beaucoup quand elle partait à l'école. Un jour, ma mère, à Kondi, fatiguée de me voir pleurer chaque fois que ma sœur va à l'école, demande au maître qui avait ma sœur dans sa classe, je suis en train d'aller au marché à côté, est-ce que je peux vous confier cet enfant? C'est un enfant sage, il ne va pas faire de bruit, il ne va rien casser. Est-ce que vous pouvez le garder? Je le reprends dans 2 heures. Et le maître, je m'en souviendrai toujours de ce maître-là, il s'appelle Monsieur Ndoumbé Michel, je ne sais pas s'il est toujours vivant. Le maître m'aurait donc accepté, il m'aurait fait asseoir à côté de lui, en disant à ma mère, vous revenez vers 10h, 11h le chercher, parce qu'il est trop jeune. 3 ans et demi. Et qu'est-ce que le maître fait? Il me fait asseoir au bureau du maître. Vous voyez, j'ai commencé l'école à la place du maître. Il me fait asseoir sur sa chaise pendant qu'il enseigne debout, et il me donne une feuille, un crayon, et il m'aurait demandé de tracer des O. Il enseignait la lettre O. Il donnait un cours d'écriture. Il me donne un crayon, et quand il revient, il semble que j'avais fait les O les plus beaux de la classe. Il avait une classe d'élèves de 7-8 ans, qui étaient au CP et d'autres au CE1, et il avait un gamin de 3 ans et demi à qui il demandait de faire des O et qui faisait des O impeccables. Quand ma mère revient du marché, Nel Sopo, le maître dit à ma mère, mais écoutez, est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il ne se fait pas pipi, caca dessus? On dit non, quand il veut faire pipi, il le dit. Eh bien, laissez-le et reprenez-le le soir avec sa sœur. Je ne suis plus jamais parti de l'école. Donc, moi, j'avais mon CPE à 8 ans. J'ai dû avoir une dispense pour aller au collège. Donc, au cours de votre parcours, quand vous êtes arrivé en France, à un moment donné, même si vous étiez toujours critique du gouvernement, de la gouvernance au Cameroun, à un moment donné, vous n'êtes pas dit que vous pourriez revenir et donner un coup de main ou apporter de votre expérience ou tendre la main, revenir vers la terre natale pour apporter vos compétences? Mais voilà, vous m'ouvrez une brèche pour vous raconter une autre anecdote. Je suis revenu au Cameroun. Ma première période d'exil a été assez longue quand même. Je suis revenu après 11 ans d'absence. J'étais parti en 95, je suis revenu en 2006. Et je suis revenu dans le cadre aussi d'une invitation qui m'avait été faite à l'université de Douala au Cameroun. Mon ami Emmanuel Malolo Dissaké, qui est maître de conférence à l'université de Douala, de philo, était en bonne entente avec le département de philosophie à cette époque-là, et ils m'ont invité à donner un ensemble de cours, soit pratiquement 32 heures de cours sur la métaphysique occidentale. C'était au mois d'août 2006. J'ai dispensé ces cours avec beaucoup de plaisir, dans des conditions terribles. J'ai vu l'université de Douala en état de délabrement. On enseignait dans des décombres. C'était pas digne du Cameroun. Nous nous plaignons dans les années 90 d'avoir eu une université au rabais, alors que l'université des années 90, c'était encore le Saint Graal, à côté de ce qu'elle était déjà en 2006. Mais pour l'anecdote, savez-vous, j'ai assuré tous les cours.
mais je n'ai pas été payé. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un est allé au trésor de l'université et a signé à ma place et a perçu mon argent. Il a perçu mon salaire. Jusqu'au jour où je vous parle, je n'ai jamais vu un seul des francs CFA des cours que j'ai assurés pendant 1 mois à l'université de Douala. Ils ont été détournés par un collègue, un responsable du décanat. Et puis, je vous raconte une autre anecdote, toujours sur cette université. Un jour que j'allais assurer mes cours, je passais dans la cour de la fac à Douala et j'entends à un moment donné un gendarme qui crie « Écartez-vous! 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 Il arrive, monsieur le recteur !» Alors ça, de toute ma vie, je n'avais jamais imaginé que quand un recteur, professeur d'université en plus, passe dans la cour, il faut que tout le monde s'écarte. J'ai jamais vu ça. J'ai été dans de nombreux campus. Je vais à Howard University presque chaque année. Je suis allé en Turquie, je suis allé en Afrique de l'Ouest. J'ai été étudiant à Poitiers, à Lille. J'enseigne à Rouen. J'avais jamais vu une telle chose. Et donc, il fallait s'écarter du chemin de monsieur le recteur qui passait. Il passait dans la cour de la fac et les étudiants couraient à gauche et à droite et les enseignants couraient à gauche et à droite pour laisser passer son Excellence, monsieur le recteur. Moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, je n'aurais pour rien au monde dévié mon chemin. Donc, je me maintiens dans l'axe. Je continue mon chemin. Et le gendarme me tient la main et me dit, mais vous n'avez pas entendu qu'il faut s'écarter? Le recteur est en train de passer. Et moi, je dis au gendarme, ôte ta main de mon bras si tu ne veux pas te prendre un coup de tête. Moi, je me promène dans les plus grands campus de ce monde et il n'y a pas un seul recteur sur cette terre qui puisse m'obliger à m'écarter de son chemin, à ne pas croiser son chemin uniquement parce qu'il passe. Tu ne me connais pas. Et j'entends le recteur qui était à 2 ou 3 mètres derrière dire à son garde-corps, à ce gendarme, laisse-le, il n'est pas d'ici. Laisse-le, il n'est pas d'ici. Est-ce que vous savez comment s'appelait ce recteur? Eh bien, je le révèle aux gens de Bruckmer TV. Il s'appelait Bruno Bekolo Ebe. Actuellement, il est en prison pour avoir détourné massivement l'argent de cette université. Voilà. Donc, voilà les raisons pour lesquelles, pour ma part, je n'ai plus jamais remis mes pieds dans l'université camerounaise. Je n'y remettrai jamais plus les pieds tant qu'il n'y a pas eu un changement politique majeur dans ce pays. Il est hors de question que j'aille dans ces conditions-là travailler là-bas. Mais pourquoi vous vous considérez comme un exilé? On va tout doucement vers la fin. Écoutez, je suis exilé parce que, notamment ces dernières années, tout comme d'ailleurs plusieurs années avant, pour mes idées, pour mon engagement, j'ai régulièrement reçu des menaces de mort de membres du parti au pouvoir. Je n'ai pas pu venir personnellement, d'ailleurs, inhumer ma mère au mois de septembre, le 14 septembre passé, parce que j'avais explicitement reçu des menaces sur ma vie physique, sur mon intégrité physique. De la part... Pardon, il y a une lumière stroboscopique là de votre côté ou c'est... Non, je crois que il y a une perturbation cybernétique, je ne sais pas d'où elle vient. Hein? D'accord. C'est souvent le cas, hein? On attaque souvent mes émissions, hein? Donc j'imagine que il y a des gens qui essayent de... Alors, mais je conclue là-dessus. J'ai souvent reçu des menaces de mort du régime. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant 11 ans, je n'ai pas pu revenir. Et ces 2 dernières années, ces menaces se sont accrues. Et elles ont été parfois formulées par des autorités de ce régime. Allez lire ce que M. Momo Jean de Dieu a dit au courant de l'année passée à mon sujet. En fait, de nombreux guet-apens sont tendus tous les jours contre moi à travers le monde parce que je suis considéré comme très nuisible pour la dictature. Bon, maintenant, je me retrouve dans le feu croisé de 2 dictatures. La dictature du Cameroun, la dictature de Côte d'Ivoire. Vous savez, dans ces cas-là, on ne sait pas de quel côté les coups doivent venir. Je suis obligé d'être prudent parce que j'ai la responsabilité de poursuivre mon œuvre et en même temps, j'ai la responsabilité d'une famille. Il ne faut pas qu'il soit dit, il a été suffisamment, comment on va dire, irresponsable pour s'exposer à des pires sévices alors qu'il pouvait être utile en ne s'y exposant pas. Donc, moi, je suis pour le moment un exilé politique parce que les menaces que je reçois sont explicites. Je les reçois parfois dans des coups de fil. J'ai des tas de messages. Et puis, le renseignement qui me parvient, c'est que le régime considère que je lui nuis. La réaction de M. Sadi, en dernière date, qui me présente comme un incorrigible, un incorrigible qui ne veut pas changer, est la réaction de quelqu'un qui pense que le rôle du pouvoir, c'est de corriger les citoyens. Et vous savez ce que ça veut dire corriger dans le parler camerounais. Corriger, c'est tuer. Frapper, tuer. C'est ça, corriger.
dans le parler camerounais. Comment on fait pour être conseiller, ami conseiller de Guillaume Soro et farouche opposant à Ouattara pendant 2 ans, pendant 10 ans, alors que Ouattara et Guillaume Soro ont travaillé main dans la main pendant autant de temps? Alassane Dramane Ouattara, à un moment donné, a incarné le visage des discriminés de Côte d'Ivoire. Car n'oubliez pas qu'Alassane Ouattara fut interdit de Côte d'Ivoire. Il fut exclu de Côte d'Ivoire. Il était considéré comme non-ivoirien. Il n'avait même pas le droit, Alassane Ouattara, d'être candidat à une élection de chefferie de quartier. Des années 90 jusqu'à sa réhabilitation en 2005 par un décret de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara incarnait en quelque sorte les parias de Côte d'Ivoire, les victimes de la fameuse idéologie de l'ivoirité. Notre engagement auprès de M. Alassane Ouattara tenait au fait que nous croyons qu'ayant subi cette discrimination, il serait le président de la réparation. Il serait le président vraiment du soulagement des Ivoiriens. Celui qui rassemblerait, celui qui mettrait en place un État moderne. Parce qu'il était venu du FMI, de la Banque mondiale, il avait grandi aux États-Unis. Alassane Ouattara a trompé tout le monde. Il y a donc eu déception, pas seulement de ma part, mais de Guillaume Soro lui-même. Déception par rapport à Alassane Ouattara, qui en réalité a trahi tous les espoirs que les exclus de Côte d'Ivoire avaient placés en lui, la communauté internationale. Il a trahi tout le monde. Il n'y a pas eu 2 moments. Un moment où Alassane Ouattara est avec Guillaume Soro, et moi je suis contre Alassane Ouattara, et puis un moment où Guillaume Soro deviendrait contre Alassane Ouattara au même moment que moi. Non, les raisons pour lesquelles Guillaume Soro et Alassane Ouattara se sont séparés sont exactement les raisons pour lesquelles j'ai dénoncé Alassane Dramane Ouattara après avoir accompagné mon ami Guillaume Soro comme conseiller, eh bien, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est les mêmes raisons. C'est les mêmes raisons qui expliquent la crise politique actuelle. Voilà, ça fait 1 heure de discussion, super. Pour se terminer, quel message à la jeunesse africaine et camerounaise? À la jeunesse camerounaise, je dis qu'il est temps de prendre son avenir en main, en se mobilisant dans les organisations citoyennes républicaines, progressistes, humanistes, en entrant dans toutes les actions de solidarité. Dans le cas du Cameroun, impulsé fondamentalement par le chef légitime de notre lutte, le président élu Maurice Kamto, qui est le chef de l'opposition et qui est la figure névralgique de notre résistance. Ayons l'humilité de nous rassembler autour de cet homme et de donner au Cameroun un autre cap. À la jeunesse africaine, je dis qu'il est hors de question qu'elle accepte elle aussi un siècle supplémentaire de colonisation, de néocolonisation. La jeunesse africaine doit comprendre que la population du continent s'est multipliée par 10. Aucune puissance ne peut réduire un pays de 25 millions d'habitants. Aucune puissance ne peut empêcher 25 millions d'habitants, ne peut empêcher toute l'Afrique, maintenant plus d'1 milliard, de vivre dans des institutions justes, prospères, exemplaires. Les jeunes doivent bien se former. Premier conseil, ne jamais négliger son instruction et son éducation. Tout jeune qui vient me voir très tôt en me disant « je veux faire de la politique », je lui dis toujours « non, forme-toi d'abord ». La formation, l'éducation, y compris comme autodidacte, c'est la première chose qu'on demande à un jeune. La deuxième est un métier. Cherche à avoir un métier, un gagne-pain qui t'assure ton autonomie par rapport au monde en général. Quelque chose que tu peux faire, quel que soit le pays où tu vis, pour ne dépendre que de ta propre activité. Et puis, 3e niveau d'engagement, regarde autour de toi. S'il y a des injustices que tu peux combattre et pour lesquelles tu peux contribuer à les amenuiser, à les réduire. Donc, voilà les 3 phases de la vie. J'ajouterai une 4e qui est très importante, mais qui doit être, à mon avis, une compagne permanente de l'homme. C'est la dimension spirituelle. Il ne faut jamais que l'on vende son âme à l'argent, qu'on vende son âme au sexe, qu'on vende son âme au pouvoir, qu'on vende son âme au présent. Il faut vivre selon des valeurs qui fassent qu'on n'ait pas honte de soi-même. Et voilà les 4 conseils que je donne. Formez-vous, ayez un métier, engagez-vous dans la mesure de vos capacités citoyennes, et enfin, n'oubliez pas que vous êtes une âme. Et que l'âme, elle vit de quoi? Elle vit de la vérité, de la connaissance, elle vit de la beauté, et elle vit aussi de la foi, de l'espérance. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Il y a des choses aux téléspectateurs de trucs, mais je crois qu'on a fait une bonne heure. On a fait le tour. Merci, professeur.
À bientôt alors. Bientôt. Merci. Ciao, ciao. Come on.